Bonjour à toutes et à tous, et toutes, bienvenue dans ce webinaire. On va débuter cette fois-ci pour de bon. Bienvenue dans ce webinaire intitulé Aires marines protégées, préserver pêche et biodiversité. Je suis donc Célestine Schmidt-Aubert, je suis chargée de mobilisation et de développement chez Humanité et Biodiversité, et au nom de l'association, je vous remercie chaleureusement de votre présence aujourd'hui à nos côtés pour ce rendez-vous mensuel. Je vous informe que ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver le replay dès demain sur notre chaîne YouTube. Un premier mot sur notre association qui organise ces rencontres, les rencontres d'HB, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité. Notre objectif, c'est de placer la biodiversité au cœur de nos sociétés. Donc, on est une association qui a été créée en 1976 et qui est reconnue d'utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature par le ministère de la Transition écologique. Hubert Reeves a été notre président d'honneur de 2015 à 2023 et Humanité et Biodiversité est présidée depuis 2015 par Bernard Chevassieux-Louis, qui est entouré par un collège d'administrateurs et qui a le soutien de ses adhérents. L'association, elle mène à la fois des missions de sensibilisation à la préservation de la biodiversité, que ce soit auprès du grand public, des acteurs économiques et sociaux, qu'ils soient publics ou privés, et elle mène également des actions de plaidoyer auprès du gouvernement, des parlementaires, des élus locaux, toujours dans un souci de dialogue. Nous éditons des revues, des publications qui sont fondées scientifiquement dans le but de mobiliser l'ensemble de la société. Donc n'hésitez pas à consulter nos actualités sur notre site internet humanité-biodiversité.fr, à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter. Je vais maintenant vous présenter les experts du jour. Donc tout d'abord Jean-François Assis, vous êtes chargé de mission biodiversité marine à l'UICN. Marie Bravo-Monin, vous êtes directrice du parc marin de la Côte Bleue. Pascal Provost, vous êtes conservateur de la réserve naturelle des Sept-Îles. Et Michel Ignette, vous êtes administrateur d'Humanité et Biodiversité. Donc bienvenue à tous les quatre. J'invite vivement les participants à partager toutes leurs questions uniquement dans le menu QR, donc questions-réponses, tout en bas de votre écran. Les intervenants prendront le temps de répondre à toutes vos questions à la fin de leur présentation. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Michel et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Oui, bonjour. Écoutez, on est sur un sujet d'actualité brûlante, hein. Je suppose que si vous êtes connecté pour ce webinaire, vous êtes bien au courant de ce qui se passe. Donc, on est dans l'année de la mer. C'est une décision du président de la République qui a souhaité que l'ensemble de l'année soit labellisée année de la mer, sachant que la France va accueillir, en partenariat avec Costa Rica, la troisième conférence internationale de l'ONU sur l'océan. Donc ça sera à Nice en juin prochain. Donc c'est un événement important et du coup, énormément d'acteurs français, puisque ça va se passer à Nice, se disent que c'est l'opportunité pour essayer de pousser un petit peu ce qu'ils ont à cœur de mettre au cœur, pardon pour le double cœur, mais de mettre effectivement dans cette conférence internationale. Donc il y a évidemment les ONG qui souhaitent proposer des mesures de protection éventuellement fortes, et puis d'autre part, vous avez les professionnels qui pensent que leur métier doit être préservé. Donc chacun est en train un peu de pousser ses pions et ça a donné un certain nombre de publications dont la presse s'est emparée. Donc je crois que ce qui a fait beaucoup de bruit récemment, c'est une publication de l'association Bloom qui a répertorié l'ensemble des bateaux qui passaient dans des aires marines protégées, quel que soit leur statut, hein. Jean-François Assis va nous éclairer sur les différents statuts qui existent pour les aires marines protégées, sachant que la pêche n'est pas interdite, hein, dans les aires marines protégées, ce qui fait que les professionnels, effectivement, qui ont été repérés comme passant dans ces aires marines protégées, pour lesquels, bon, il a été supposé
qu'il, chalutait, bah, ces professionnels évidemment ont réagi, en disant: «Mais nous on fait notre travail, on le fait le plus correctement possible», ce qui était pas forcément l'avis de certaines ONG. Donc ça a monté en épingle, j'allais dire, des propos qui ont été, très loin, sans doute trop loin. Bon donc, au niveau humanité biodiversité, nous on est, vraiment pour le consensus, pour le dialogue et on pense que, il y a de la place, j'allais dire, à la fois pour protéger donc l'environnement et les aires marines, protégées sont un très bon outil s'il est réellement bien géré et pas simplement une décision, qui apparaît sur le papier pour, remplir, des critères internationaux avec, des pourcentages, d'aires protégées, même si on ne se donne pas les moyens de les protéger. Et puis de l'autre côté, bah, les professionnels, hein, qui interviennent dans ces aires, marines protégées et dont le travail peut éventuellement tout à fait compatible avec, les mesures de protection. Donc il faut travailler en bonne intelligence. Alors au niveau humanité et biodiversité, on a une position, assez originale et qui est de dire, le problème des pourcentages, de ce qui est protégé ou pas, c'est pas du tout, la question qui se pose pour humanité et biodiversité. Mais par contre, c'est l'efficacité et on a une approche qui est de dire des petites aires, marines protégées. Si elles sont réellement protégées, sont peut-être une solution. Parce que si elles sont petites, elles ne gênent pas trop les professionnels. On comprend très bien que des professionnels dont le port d'attache est à proximité d'une aire marine protégée, qui est strictement protégée, ce qui va occasionner pour eux de faire des temps de route et donc de consommation de gasoil importante, bah, une aire marine protégée va beaucoup les impacter. Si par contre c'est une petite aire marine protégée, bah, finalement, bah, ils iront pêcher à côté et puis, ça posera pas les mêmes problèmes. Une chose qui est très importante pour nous, c'est de rappeler que, au niveau de la reproduction, les femelles vont avoir d'autant plus d'ovules qu'elles seront âgées. Donc quand on dit: «Il faut augmenter la taille des filets, enfin la taille des mailles de filets pour, laisser passer les jeunes et qu'on donne, une chance à tous les poissons de se reproduire au moins une fois avant d'être capturés», bah, si c'est un jeune qui se reproduit, et une jeune femelle va émettre un nombre d'ovules très limité. Par contre, quand on a des femelles âgées, on va avoir des gamètes en très, très grande quantité et donc l'idée serait plutôt, grâce à des aires marines protégées, strictement protégées, de laisser justement ces femelles, grandir et émettre ces grands nombres d'ovules. On va avoir à ce moment-là, de la reproduction abondante, on va avoir de la croissance, dans un premier temps au sein d'une aire marine protégée, mais bien entendu, ces animaux vont avoir tendance à, s'égayer un peu autour et c'est là que les pêcheurs éventuellement pourront augmenter, leur pêche et je pense qu'on aura des exemples avec, ce que, madame, Marie Bravo-Bonin va nous dire concernant, le parc, de la Côte Bleue où les essais ont montré que effectivement, on a, de meilleurs résultats de pêche à proximité d'aires marines protégées quand elles le sont réellement. Voilà, c'était les points que je voulais souligner au titre d'humanité et biodiversité. Donc cette originalité, où nous on essaye de promouvoir, un grand nombre de petites aires marines protégées, mais qui fassent consensus et qui soient réellement protégées et les grands de surface, qui ont un intérêt certainement, mais qui vont permettre de faire du chiffre au niveau international, c'est pas notre préoccupation. Donc je passe la parole à Jean-François Six qui va nous expliquer justement les différents statuts d'aires marines protégées et de voir effectivement comment, elles peuvent s'inscrire par rapport à la position que défend Humanité et Biodiversité. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Célestine, merci à Humanité et Biodiversité pour l'organisation de ce webinaire. Je vais effectivement vous partager mon écran avec une présentation sur les aires marines protégées, les objectifs internationaux. N'hésitez pas à me dire si vous voyez bien mon diaporama. Est-ce que ça devrait être bon de votre côté? Voilà, Vous le voyez? c'est parfait, merci. Super.
Donc voilà, une présentation un peu détaillée du réseau des aires marines protégées à l'échelle internationale, les objectifs et les standards internationaux. Puis ensuite, je ferai un petit tour d'horizon sur le réseau français des aires marines protégées. Alors, d'abord, pour cibler, comme en parlait Michel, on a des objectifs qui sont internationaux et des objectifs nationaux. C'est simplement pour rappeler le cadre du construction du réseau d'aires marines protégées mondiales et nationales. Donc, on a cette convention sur la diversité biologique, hein, qui a été adoptée en 1992 lors du premier sommet de la Terre et qui aujourd'hui, qui fixe aujourd'hui des nouveaux objectifs dans le cadre de ce qu'on appelle le cadre mondial de la biodiversité, qui fixe donc 30% d'aires protégées, à la fois sur les milieux terrestres et sur les milieux marins. Ces objectifs internationaux de ce traité sont repris à l'échelle européenne. Donc l'Union européenne qui vise 30% aussi d'aires marines protégées, donc sur les eaux de l'Union européenne, mais qui spécifie ces objectifs par aussi 10% de protection stricte. On reviendra sur cette définition. Et puis ces objectifs sont aussi repris par les États, dont la France, qui vise 30% d'aires protégées et qui vise 10% de zones de protection fortes. Il y a des nuances et des distinctions dans ces définitions qui sont assez complexes et on pourra en parler tout à l'heure. Donc, avant tout, qu'est-ce que c'est qu'une aire marine protégée? Donc, le terme d'aire marine protégée, il est utilisé pour désigner une grande diversité dans le monde de modalités de gestion de l'espace marin dans le but de conserver la biodiversité marine. On a beaucoup de statuts différents que vous connaissez, des parcs naturels, des parcs nationaux, des sites Ramsar, des aires de protection des habitats. Bref, on a des centaines de désignations dans le monde. Il faut retenir qu'en fait, dans les aires marines protégées, il y a cette diversité d'approches qui, en gros, recouvre des approches qui vont aller vers des réserves intégrales, que vous voyez ici à gauche, hein, des espaces où on va avoir vraiment une absence d'activité extractive, pas de pêche, même dans certains endroits, une absence d'activité de loisirs, pas de plongée pour laisser vraiment les écosystèmes évoluer librement. On va avoir des zones de non-prélèvement qui, elles, vont plutôt aussi favoriser les activités de loisirs. Pas de prélèvement, mais des activités de loisirs. Puis jusqu'à des zones qu'on appelle des zones à usage multiple, qui vont permettre le tourisme, qui vont permettre la pêche et différentes activités. Mais ces activités, elles doivent être compatibles avec les objectifs de conservation qui sont stipulés dans l'aire marine protégée. Donc on a une diversité d'approches, et toutes ces approches sont en fait importantes. Les réserves intégrales ne sont pas à elles seules primordiales. Pour structurer et pour accompagner le développement de ces aires protégées dans le monde, l'UICN a travaillé depuis de nombreuses années, des dizaines d'années, sur les aires protégées d'abord, puis sur les aires marines protégées, et on produit ce qu'on appelle aujourd'hui des normes mondiales de l'UICN pour les aires marines protégées, et qui stipulent certaines caractéristiques. Notamment que dans une aire marine protégée, il ne doit pas y avoir d'activité industrielle qui soit préjudiciable à l'environnement, que les développements d'infrastructures, tels que l'exploitation minière ou l'exploitation de pétrole ou de gaz, ne devraient pas être compatibles avec une aire marine protégée. Le premier objectif d'une AMP doit être la conservation de la nature, et puis ensuite, les activités extractives, comme je le disais, elles doivent avoir un faible impact écologique. Il doit y avoir un plan de gestion, et puis il doit y avoir aussi des ressources et une capacité de mise en œuvre. Ensuite, l'UICN pointe aussi la nécessité d'intensifier la protection intégrale. On l'a vu, toutes les approches sont importantes, mais la protection intégrale, elle est très importante et il y en a assez peu, on le verra dans le détail. Euh, je vais passer très rapidement, mais l'UICN a classé les aires marines protégées et les aires protégées en fonction du degré d'intervention dans les espaces et en fonction de ce qui est autorisé en fait ou non dans les espaces. De la catégorie 1A sont les réserves jusqu'à la catégorie 6 sont des AMP où on va permettre le développement durable des activités. Un bref aussi état des lieux sur où en est le réseau des aires marines protégées à l'échelle mondiale. Donc à l'échelle mondiale, on a 8,35% de l'océan, ce qui représente 30 millions de kilomètres carrés, qui est aujourd'hui protégé. Ça représente un peu moins de 20, un peu moins de 19 000 aires marines protégées. Ce qui est important de voir dans ce graphique, c'est deux choses. D'une part, c'est que jusque dans les années fin 2000, enfin 2004-2005, le réseau est quasiment inexistant. Donc toutes les aires marines protégées dans le monde, comme en France, sont très
récentes. Ce sont un peu des juvéniles des aires marines protégées, à part quelques exceptions, on en parlera aussi. Excusez-moi, je reviens aussi sur un détail, c'est que, et qui est important, c'est que l'ensemble de ce réseau, il est quand même essentiellement situé dans les eaux, dans les zones économiques exclusives, donc dans les eaux sous juridiction des États, et qu'aujourd'hui, il n'y a que 1,44% de la haute mer qui est protégée. Si on voit qu'on a des objectifs internationaux de protéger 30% des océans, on voit qu'il faut aller vers des initiatives de protection, de renforcement de la protection dans la haute mer. Voilà une carte vous voyez en bleu la représentation des aires protégées, des aires marines protégées en bleu, et puis en vert et en orange aussi, en vert les aires protégées terrestres. Donc on voit qu'il y en a un peu partout, mais on voit aussi elles se cantonnent aux zones économiques exclusives des États. Je vais maintenant faire un état des lieux du réseau français d'aires marines protégées. Donc d'abord, il faut rappeler l'importance mondiale de la France hein, pour ces espaces maritimes. Donc avec 11 millions de kilomètres carrés, si on prend en compte les plateaux, le plateau continental étendu, hein, on est à 10,2 millions de kilomètres carrés, mais 11 millions de kilomètres carrés en prenant en compte ces espaces, qui en fait le deuxième plus grand espace maritime au monde derrière les États-Unis. Et aussi, il faut prendre en compte le fait que cet espace maritime est en grande partie dû à nos espaces ultramarins. Hein. 90% de notre ZEE, donc zone économique exclusive française, se situe dans nos outre-mer. Il faut aussi rappeler l'importance mondiale de la France en termes d'importance pour la biodiversité. On est présent dans de nombreux océans, mais on est présent dans 4 hotspots de biodiversité. En Méditerranée, bien sûr. Là, vous voyez en bleu notre présence, donc ce sont nos zones économiques exclusives, mais en Méditerranée, nous sommes présents dans un hotspot de la biodiversité, dans l'océan Pacifique en Polynésie française, également dans l'océan Indien, avec notre présence dans Tromelin, La Réunion, Mayotte et les Éparses. Et puis en Nouvelle-Calédonie également, qui est un hotspot de la biodiversité. Donc il y a une responsabilité importante de la France à cet égard-là. Euh, Voici une frise qui vous montre aussi l'évolution surfacique. Sans rentrer dans le détail, on pourra en reparler tout à l'heure, mais vous voyez aussi que avant 2006, le réseau est quasiment inexistant. Évidemment, il faut parler des parcs nationaux de Porquerolles, des réserves naturelles en Méditerranée qui ont été créées dans les années 60 et 70, mais finalement, le gros de nos aires marines protégées, elles sont créées entre 2012 et aujourd'hui avec la création de très grands espaces, hein, comme la réserve naturelle des terres australes françaises, la création de nos parcs naturels marins, la création de l'Agence des aires marines protégées en 2009 qui vient aider au renforcement de la création des sites Natura 2000 en mer, qui fait qu'aujourd'hui on est à 33,10% d'aires marines protégées. Voici une carte des aires marines protégées en France. Vous voyez en bas à gauche, en gris, ce sont les sites Natura 2000. En vert, vous avez le sanctuaire Pélagos aussi, qui prend une immense partie. On pourra en reparler aussi avec plaisir dans les échanges. Et puis nos espaces ultramarins avec la Polynésie, les Antilles, évidemment les terres australes et antarctiques françaises, et puis la Nouvelle-Calédonie. Je voulais faire un petit détail sur les statuts qui existent. On a parlé de statuts. Pour nous, pour l'UICN, tous les statuts sont importants. On ne souhaite pas dire qu'un statut n'est pas important. Donc, alors, on parle de statuts réglementaires. Ce sont les parcs nationaux. On en a 10 en France. On pense à certains parcs nationaux en France comme Porquerolles ou les Calanques. L'objectif, c'est de protéger des grands ensembles d'écosystèmes terrestres et marins, et également un patrimoine culturel et paysager exceptionnel. Quelques exemples, le parc national des Calanques, qui a été créé en 2012, avec aussi, qui crée des espaces en réserve intégrale. Hein, vous voyez en bleu foncé, ce sont des espaces en réserve intégrale qui sont les plus grandes zones de non-prélèvement en France. Sur d'autres statuts, les réserves naturelles, c'est aussi un statut fort hein, de la France, hein, qui est un statut réglementaire. On en a 165 en France. C'est aussi un espace qui a vocation à préserver à long terme les milieux naturels. Quelques exemples, et j'ai pris celui-là aussi dans l'océan Indien avec notre présence dans les terres australes et antarctiques françaises, hein, avec la plus grande réserve naturelle en France et qui en fait aussi la deuxième plus grande AMP au monde, hein, la réserve naturelle des TAF, avec beaucoup de zones de non-prélèvement également. Et puis voilà, hein, ces colonies de manchots qu'on connaît bien.
Il y a aussi ce site Natura 2000 en mer. Donc ça, c'est une approche contractuelle qui n'amène pas forcément de réglementation, mais qui couvre aussi une grande partie de notre réseau d'arrêts marines protégés en France. C'est, pour rappel, 35% de l'espace maritime métropolitain qui est classé en site Natura 2000. Avec quelques exemples, par exemple le site Natura 2000 de la rade de Brest, avec des enjeux aussi très importants, comme vous voyez sur la photo, par exemple là, hein, sur des habitats comme les bancs de merle. On a d'autres statuts importants, les parcs naturels marins, on en a 8, qui ont eux pour objectif aussi de contribuer à la protection, mais aussi au développement durable des activités. Je prends aussi en exemple là le parc naturel marin des estuaires Picard, donc les parcs naturels marins, on pourra aussi en parler, ils vont fonctionner un peu comme une instance de gouvernance importante qui vont pouvoir mettre les gens autour de la table pour renforcer les actions de protection, mettre en place des zones de protection fortes par exemple. Le parc naturel marin d'Iroise également, hein, qui est juste là. Moi, je suis ici à Brest. Et puis, on a aussi, après, des aires marines. Alors, ça, dans l'océan Pacifique, il y a l'aire marine gérée, qui n'est pas une aire marine protégée. Et puis dans le Pacifique aussi, il y a évidemment le parc de la mer de Corail, qui est un espace important puisque c'est 1,2 million de kilomètres carrés, mais il y a également 31 000 kilomètres carrés de réserve intégrale dans cet espace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec l'ensemble de ces réserves intégrales, on a 33% d'aires marines protégées. À discuter aussi en fonction des statuts, bien sûr, hein, il y a beaucoup de polémiques qui sont aujourd'hui qui sont actuelles. Mais dans ces 31%, on a à peu près 4 à 5% de protection qui sont strictes puisque ce sont des zones de non-prélèvement. Dans les Antilles aussi, on a un parc naturel marin et un sanctuaire AGOA, qui est pour les sanctuaires de mammifères marins. C'est un autre statut d'aire marine protégée. L'UICN aussi a un positionnement qui est un peu différent. En fait, ces espaces-là ne sont pas nécessairement considérés comme des AMP par l'UICN. Il faut aller regarder dans le cas par cas si vraiment il y a des objectifs de conservation, s'il y a du suivi, etc. Donc voici le sanctuaire Agoa. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'ai dépassé un petit peu, je m'en excuse. Et je vous remercie pour votre attention et je reste évidemment à votre disposition pour toute question. Merci Jean-François. Bon, c'était un exposé évidemment clair et utile, hein. On avait besoin de ça pour démarrer ce webinaire. Donc, il y a quand même quelques mots sur lesquels je voudrais revenir, que tu as évoqué. C'est que au niveau de l'Europe, il y a une réglementation avec 10% de zones en protection stricte et que la France l'a décliné en zone de protection forte. On est toujours dans les 10%, mais et c'est pas la même terminologie et c'est ce qui est, un sujet de débat, hein. Les ONG, dans certains cas, disent: «Bah, c'est bien de faire des aires marines, protégées papier», c'est-à-dire qu'effectivement, on a décrété que ce sont des aires marines protégées, mais en réalité, rien n'est protégé. Bon et donc c'est une des composantes, du débat et autour de ces définitions strictes au niveau européen et forte au niveau français, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de débats. La ministre en charge de l'écologie a pris une position récente en disant qu'il faudrait examiner, au cas par cas, ce qui est, a priori quelque chose de tout à fait légitime parce que il y a des zones de protection, qui ont été définies pour protéger des oiseaux marins, par exemple, et les marins pêcheurs, ne comprennent pas pourquoi dans ces zones-là, ils pourraient pas pêcher, si la protection ne concernait que les oiseaux marins. Donc ça entraîne beaucoup de discussions et effectivement, le cas par cas, s'il est raisonnablement géré, avec une concertation, utile, est sans doute une solution qui permettrait d'apaiser, les débats. Mais franchement, ce fait qu'au niveau français, on ait pris une définition différente de celle au niveau européen, a été évidemment l'opportunité pour un certain nombre de gens de mettre le doigt dessus et en disant que c'était pas raisonnable. Bon, donc merci, Jean-François pour, cette, présentation, qui nous permet donc de bien comprendre et là, on va avoir un cas très particulier, qui va nous être présenté, par, Marie, Barbeau-Monin, qui est le parc, donc, Calanque Bleu en Méditerranée, où là, on n'est pas sur une aire marine protégée, j'allais dire, habituelle, comme tu les as évoquées, mais sur un cantonnement de pêche. Donc, je passe la parole à Marie Monin. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Je m'excuse de mon retard, la réunion précédente s'étant un petit peu, rallongée. Alors, je vais partager, je pense que ça marche.
Ou est-ce que c'est ça? C'est mieux. Hop. Est-ce que vous voyez comme il faut mon Tout à fait, merci. voilà. Hem, le parc marin de la Côte Bleue, on est, une structure un petit peu atypique dans le panel des aires marines protégées qui vient d'être, présenté par Jean-François Six. Alors, ça marche. Est-ce que vous voyez ça a changé ou pas? Oui, très bien. Très bien, parfait. Le syndicat mixte, on a été créé en 1983 et donc c'est une structure qui a plus de 40 ans, mais qui a été créée sous un statut associatif en partenariat avec les collectivités locales, donc régions, départements et communes de la Côte Bleue et les organisations professionnelles de la pêche et c'est en ça que c'est très atypique puisque les pêcheurs ont été intégrés dès le départ dans le projet. Au niveau de notre équipe, elle est constituée de 8 agents à l'année en équivalent temps plein et on a un renfort de 3 à 5 saisonniers. Au niveau des financements, ce sont des financements privés, publics pardon, qui sont, par les, membres statutaires, donc à 75 de notre budget. Les 20 restants sont, sur des apports financiers, notamment dans le cadre de programmes avec l'agence de l'eau, de missions réalisées par le parc par l'agence de l'eau, des partenariats avec l'OFB ou les services de l'État et un petit peu, on commence sur le volet mécénat, mais ça reste une toute petite part de notre, financement. Par contre, le parc, dans toute sa spécificité et sa particularité, a été reconnu et est reconnu à travers 2 réseaux internationaux. La liste des ASPIM, donc c'est les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne depuis 2012 et c'est en ça que le parc est devenu une aire marine protégée. Donc entre 1983 et 2012, il y a voilà un certain nombre de temps et la liste verte de l'IUCN, donc dont, Jean-François a un petit peu parlé, en 2018. Ces 2 labels ont été renouvelés récemment pour le parc. J'en parlerai un petit peu à la fin. Au niveau de l'origine du projet, c'est un peu pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir, je pense aujourd'hui, c'est pour voilà, pour montrer quelque chose qui est complètement différent. Dans les années 80, la région était sur un programme de la gestion de la ressource et essayait de trouver des outils pour permettre la préservation du milieu, tout en maintenant cette bonne gestion de la ressource et c'est en ça que le parc a été créé en 83 sous ce statut, d'association et avec un cantonnement de pêche, donc à Carry-le-Rouet, en expérimentation pour 3 ans, en accord avec les pêcheurs et cette expérimentation, 3 ans, ça suffisait pas. On a reconduit pour 6 ans et au bout de 6 ans, suivi et donc le premier suivi de l'effet réserve en Méditerranée a été démontré dans le cantonnement de pêche de Carry-le-Rouet donc c'est une étude qui s'est faite entre 90 et 93 et c'est une publication de 95. Pourquoi le cantonnement de pêche et pourquoi on appelle ça une zone protégée? Parce que ce cantonnement a été renforcé par des arrêtés, préfectoraux d'interdiction d'ancrage et de, plongée bouteille. Il est tout petit, il fait 85 hectares, mais il fonctionne très bien. La démonstration de cet effet réserve et les résultats qui étaient déjà visibles dans les filets des pêcheurs de la zone, de Carie, ont fait que les pêcheurs de la commune de Martigues et la commune de Martigues ont intégré le projet en 93 et ont demandé la création, eux aussi, d'un cantonnement de pêche, donc la réserve du Cap Couronne, un peu plus grande. Ce statut associatif a eu ses limites puisque le parc au départ avait été créé sur des objectifs d'un parc régional marin, sauf que notre territoire d'intervention étant exclusivement, en mer, heu, le basculement sur un parc régional n'était plus possible et n'était pas possible et la structure a basculé en syndicat mixte. Et en 2009, suite à la loi de 2006 et tous les éléments dont vous a parlé Jean-François, un site a été, identifié au droit de la Côte Bleue, le site Côte Bleue Marine et nous sommes venus animateurs de ce site-là. Donc voilà pour résumer un petit peu ce que je viens de vous dire. Le territoire, de la Côte Bleue, dans son historique, les 4 communes à l'origine, en jaune les 2 zones cantonnement de pêche, qui ont maintenant un statut de protection forte. Les,
Les expérimentations de récifs artificiels, là aussi un programme sur la concentration de poissons, la gestion de la ressource, 2 types sur la côte bleue. Donc c'est ce qu'on appelle des outils de protection actifs. Les points noirs, ce sont des productions, donc le but, augmenter la quantité de poissons sur cette zone-là. Donc c'était des sites test aussi bien sur les modules, sur leur volume, sur leur agencement, qui ont servi de base notamment à la réflexion de ceux qui ont été immergés au niveau de Marseille et du Prado. Et des modules de protection, puisqu'on est dans les années 80. Dans les années 80, le panel de la pêche professionnelle n'est pas du tout le même que celui qu'on a actuellement. Et vous aviez 35 chalutiers qui travaillaient quotidiennement au droit de la côte bleue, qui généraient des conflits avec la petite pêche côtière, pêche petit métier. Et donc des radiales ont été immergées. On a 17 kilomètres de radiales qui ont été immergées, pour éloigner les chalutiers en dehors d'une zone interdite, au chalutage. Voilà. Et donc notre outil de protection passive, les réserves. Actuellement, donc notre territoire, c'est celui que vous avez à la carte. Une concession pour tous ces récifs, donc en le grande zone rouge qui fait à peu près 10 000 hectares. Et la zone Natura 2000, dont on est animateur, donc on a rédigé le DOCOB de 2009 à 2013 et en 2014, on a été désigné animateur, qui fait pas tout à fait 19 000 hectares et qui s'étend jusqu'à 6 000 nautiques en mer pour le Grand Dauphin. Mais c'est une zone de passage de Grand Dauphin et le site a été désigné en ce sens-là. À la carte, vous avez, les 2 petites zones assurées en jaune et en bleu qui sont les zones de protection forte reconnues sous le décret, depuis septembre 2023. Donc les règles sont bien, toute pêche interdite avec, une délimitation par des bouées et derrière, ce sont des, zones qui sont reconnues en catégorie 1A de l'IUCN. Donc si on regarde cette carte, les zones assurées, c'est 1A IUCN, la zone bleue, c'est la catégorie 4 et la zone, on va dire bleu clair à l'intérieur du rouge, je ne sais pas si vous voyez ma souris si je la mets à l'écran. Heu, Mmh. donc sur la partie est et sur la partie ouest, on est sur de la zone catégorie 6, donc celle où il y a vraiment le minimum de réglementation. On a un plan de gestion pour, 2020-2030 qui est en cours et on a une stratégie mouillage qu'on dit adaptative puisqu'elle se veut reprendre les actions qu'on a mis en place pour la préservation des herbiers, depuis 2003 et on continue à les faire évoluer en fonction de nos suivis de la fréquentation notamment. En 2010, nous avons eu la possibilité, grâce à l'OFB, d'avoir une cartographie précise de nos habitats marins. Donc là, on voit bien la répartition. À la côte, tout ce qui est en vert, vert foncé, c'est de l'herbier de Posidonie. On a un peu plus, on a 1050 hectares d'herbier de Posidonie continu, qui est une très grande richesse. En violet, ce sont du coralligène et en rouge, c'est des roches infralittorales, donc la petite zone côtière, sensible à la température. Voilà ce que l'on a sous l'eau. Donc notre herbier de Posidonie, c'est de l'herbier sur roche, comme vous pouvez le voir là sur le large du Grand Mornas. C'est l'herbier le plus fragile en fait, hein, au même principe quand on a des arbres qui sont sur des zones rocheuses, sont plus fragiles quand on les abîme parce ils ont eu plus de difficultés à se développer sur ces zones-là et donc on a un tiers d'herbier sur roche et 2 tiers d'herbier sur sable. Donc, qui va d'herbier en excellent état à herbier moyen sur la côte bleue, notamment sur les impacts ancrage. Et on va avoir ce coralligène, donc avec, le coralligène, c'est un assemblage de 1 300-1 400 espèces. Donc c'est un habitat très complexe qui est souvent, réduit à la présence de gorgones, mais non, pas du tout. Il est beaucoup plus complexe que ça et il va foisonner aussi bien au niveau végétal et animal. Hem et enfin, toujours dans ce coralligène, là, on est sur le coralligène profond et c'est sur, une petite spécificité de la côte bleue. C'est une zone où ces gorgones vont atteindre un gigantisme qui est pour l'instant
pas connu ailleurs en Méditerranée. Donc on a des gorgones qui dépassent le 1,50 m. Donc le 1,50 m est connu sur le reste de la Méditerranée. Nous, on en a un peu sur le territoire de la Côte Bleue, à différents endroits. Mais là, on est sur des colonies d'individus, donc ce sont des forêts, sous-marines, des forêts animales, où on a des populations qui peuvent atteindre 1,80 m de haut. Vous avez voilà, ils font la taille du plongeur, et on est en train de réfléchir de comment on peut, limiter les impacts sur ces habitats, sensibles à l'ancrage. On est sur des fonds entre 50 et 70 mètres, mais sur une zone où il y a, de la migration de poissons et donc, de la pêche de loisirs et pêche professionnelle. Les résultats de notre travail, c'est vraiment la biodiversité, l'augmentation de cette biodiversité. Toutes petites, nos réserves, 85 hectares et 210 hectares, donc 300 hectares sur les 1900 que nous avons en gestion. Mais voilà, selon les espèces, sur la réserve de Carré, donc la plus ancienne, on va pouvoir avoir voilà 2 fois et demi à 35 fois plus de poissons sur la même espèce. On va avoir sur le suivi de Cap Couronne, c'est la première réserve où on a eu un état zéro, donc avant la mise en réserve. Et on voit que, notamment on a 2 types de suivi, un suivi plongée et un suivi pêche. Et dans le suivi pêche, les poids ont été multipliés par 2,5, les tailles par 1,5 et la biomasse débarquée par 7. Donc en gros, quand on pêche avec un filet, 100 mètres de filet dans la réserve, on a 7 kilogrammes de poissons. Et les mesures plus récentes montrent que quand on est à proximité, donc proximité immédiate de la réserve, on est à 2,5 kg de poisson. Et quand on est partout ailleurs dans la zone catégorie 4 de l'IUCN, on a 1 kg de poisson. Donc ça veut bien dire qu'il y a vraiment cet effet bordure d'une zone protégée. Et derrière, on va aussi avoir des mesures de gestion qui sont faites sur le reste de la zone. On a, de la surveillance, beaucoup, beaucoup de surveillance sur la Côte Bleue. Nos 2 petites réserves, on les surveille vraiment comme le lait sur le feu, donc plus de 2 400 heures de surveillance. On va avoir aussi du temps dégagé sur le reste du territoire, donc c'est pas parce que ce n'est pas en protection intégrale qu'on ne surveille pas, au contraire, on a des actions qui sont menées. Donc là, on est à plus de 300 heures. On va faire des contrats pour, retirer des engins de pêche, mettre en place de la nouvelle réglementation. On a une communication et une sensibilisation des usagers qui a été fait dès le départ, qui sont les classes de mer. Ça fait 40 ans qu'on fait des classes de mer. On a eu plus d'enfants sensibilisés sur la Côte Bleue que d'habitants sur le territoire de la Côte Bleue. Au point que nous avons des enseignants maintenant qui ont suivi la classe de mer et que le président du parc l'année dernière est plus jeune que le parc et lui aussi avait fait les classes de mer. Voilà, donc on a vraiment bouclé, une boucle là-dessus et bien sûr un volet très expérimentation de terrain, participation à des programmes. Le volet expérimental du parc, c'est quelque chose qui est aussi dès l'origine. Les actions, je vous en ai mis quelques-unes, voilà, de la communication, de la sensibilisation, de la présence sur le terrain, de la signalétique. Il y a un vrai partenariat avec les communes aussi là-dessus. Je vous en ai parlé en introduction, la labellisation, donc aire spécialement protégée d'importance méditerranéen, c'est une des catégories d'aires marines protégées dont a parlé Jean-François Six. Donc nous, on est reconnu une des alors la carte n'est pas à jour, mais il y a 39 sites, actuellement, 6 en France. Et la liste verte donc où on a 90 sites au monde, 3 marins en Méditerranée et 2 français, donc Banyuls et la Côte Bleue. Donc la SPIM, nous avons été renouvelés en février 2025 et la liste verte en avril 2024. Voilà. Ce sont des grandes fiertés, mais c'est plus sur la façon d'envisager la gestion que c'est important de ces labels-là, puisque ça nous a apporté vraiment un regard complet sur notre manière de travailler. Donc voilà, sur la liste verte, on pourra en parler un peu plus s'il y a des questions là-dessus. C'est un standard qui est très exigeant parce que les 4 piliers qui sont à l'écran, donc la gouvernance, la planification, la gestion, heu, sont essentiels pour qu'il y ait la conservation, le quatrième pilier. Et il faut être assez avancé dans ces 4 piliers pour avoir cette reconnaissance. Mais, tout le travail pour faire avancer ces piliers est important et nourrit la réflexion et
comment dire? Et le partage qui est fait sur le territoire. Puisque nos territoires, nos zones, les gens qui y vont, ils les aiment, ces zones-là. Et donc s'ils les aiment, c'est comment on arrive ensemble à trouver des solutions pour les préserver. Je crois que j'ai fini, j'ai essayé de tenir, j'ai fait Ben, grand merci. Alors, 14 minutes. bon, je pense que là, vous avez compris pourquoi nous souhaitions évidemment cette présentation qui est totalement en accord avec, la philosophie d'humanité et biodiversité qui, pense que des petites aires marines protégées, à partir du moment où elles sont réellement bien gérées et en consensus, et là, ce qui vient d'être dit sur le fait que les riverains aiment cette zone, c'est très, très important, et effectivement, quand on voit, l'effet que peut avoir, la réserve sur l'augmentation du nombre de poissons, et donc sur le fait que les pêcheurs professionnels qui vont travailler en périphérie en auront aussi les avantages, qui permet l'acceptabilité de ce genre de mise en réserve, bon, correspond tout à fait à notre philosophie. Donc, maintenant, c'est Pascal Provost qui va intervenir pour nous évoquer donc la réserve nationale naturelle des Sept-Îles, qui a bénéficié d'une augmentation récente de son périmètre, en mer. Et j'espère qu'on aura quand même un peu de temps, pour les questions-réponses, et donc Pascal, si tu peux condenser, ce serait parfait. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Et voilà, je rejoins finalement les conclusions de la précédente présentation, vraiment cet esprit qu'on doit cultiver hein, dans les AMP, la question du partage, de la communication, du faire ensemble, et un peu l'idée de destin commun. Je pense que ça peut paraître évident, quand on est gestionnaire d'AMP, il faut le faire, et donc ça passe par différentes étapes. Et pour la dimension, bah, finalement, on est assez proche du site Natura 2000 qui vient d'être présenté. On est proche des 20 000 hectares, donc on a peut-être voilà, un certain nombre de similitudes. Maintenant, l'objet ici de cette présentation, c'est une réserve naturelle nationale. Donc, vous devez connaître. Alors là, le diaporama diffuse bien, c'est bon? Oui, oui. D'accord. Alors, c'est finalement l'histoire notre propre histoire de la conservation de la nature en France, une histoire, une page commune en fait. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, dès 1912, il y a eu l'arrêt de la chasse au macareux. Et donc, la toute jeune LPO qui venait de se créer pour la protection des oiseaux, du coup, euh, a pu sensibiliser le préfet des Côtes-du-Nord à l'époque et interdire par voie d'arrêté euh, du coup cette chasse à une époque où il y avait essentiellement du macaron. Et donc, voilà, une première pierre à l'édifice. Imaginez que les îles en face, on a la côte de Granit Rose et le site de Ploumanac, donc cadastré sur la ville de Perros-Guirec. Et donc, la côte de Granit Rose, dès 1901, aussi a été préservée pour sa qualité paysagère notamment, donc avec une association loi 1901. Donc, vraiment un territoire de pionniers. En 1976, il y a eu la création de la réserve d'État. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'emblème est toujours présent, le macareux, pour la ville de Perros-Guirec, pour les associations, évidemment pour la LPO. Et aujourd'hui, c'est d'ajouter à ce logo du poisson. Parce que finalement, l'effet réserve, on l'a démontré aux Sept-Îles. C'est-à-dire que les communautés d'oiseaux marins se sont diversifiées, elles se sont maintenues, elles augmentent pour un certain nombre. Donc, il y a plein de facteurs de pression différents hein, et qui nous dépassent pour un certain nombre. Et donc, déjà, l'effet réserve fonctionne sur les îles. Donc, maintenant, l'enjeu de demain, et là, on est une AMP tout à fait naissante parce que l'extension, elle vient d'être réalisée. Hein. On est passé de 280 hectares à 19 700 hectares, donc un grand territoire marin. Et donc maintenant, l'enjeu, c'est de faire aussi bien, voire mieux, finalement, sur le milieu marin. Donc voilà, on ne sera plus là dans un siècle, mais en tout cas, l'enjeu, c'est voilà, de rendre quelque part hommage aux pionniers du territoire qui ont travaillé à la conservation de ces îles, une naturalité incroyable, un paysage incroyable, et puis maintenant travailler sur le milieu marin. Donc là, voilà, dans ces quelques pages, résumer un peu les éléments que je viens de vous dire. Donc, nouveau périmètre, je viens de vous dire, donc, avec les ministres qui sont déplacés en 2023.
pour inaugurer la nouvelle aire marine, des nouvelles mesures, notamment une zone de protection renforcée que je vais décrire juste après, et puis des nouveaux moyens. Alors, nouveaux moyens, ça veut dire que concrètement, au niveau des agents pour la politique de conservation, on passe de 2,5 à 6 agents. Et il y a également un ETP dévolu à l'éducation environnement et puis une part pour l'administration et la gestion financière à Rochefort, à notre maison mère pour la LPO. Et un nouveau cadre de gouvernance. Déjà, première chose, c'est de dire que la LPO a été reconduite gestionnaire et vous allez voir qu'on a innové. L'État a innové et on a quelque part été un peu moteur et un peu à l'initiative de cette innovation en faisant une étude de gouvernance. Et vous allez voir que le milieu de la pêche, notamment, mais aussi les collectivités, ont une nouvelle place dans la gouvernance de cette AMP, en partie historique, en tout cas pour ce périmètre pour les îles. Et l'enjeu, maintenant, ça va être de travailler sur vos plans de gestion. Donc le voici, le périmètre. Donc en fait, ça comprend l'archipel des Sept-Îles et ça vient épouser la baie de Perros-Guirec avec l'île Tomé. Ça va s'étendre jusqu'à 9000 nautiques sur la partie nord-ouest, au-delà du phare des Triangles. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc au sein de ce périmètre, et là vous voyez l'archipel des Sept-Îles, en quelque sorte le cœur de la réserve, on a défini un petit périmètre de 130 hectares, et donc pour les communautés d'oiseaux marins. Donc, c'est bien savoir que lorsqu'on bâtit une AMP, quelle qu'elle soit, ou lorsqu'on se re-questionne sur la définition future, eh bien, il faut avoir un lot de connaissances. Et donc, avoir des connaissances évidemment sur la biodiversité, les habitats, les espèces, mais aussi le contexte socio-économique, vraiment travailler à l'échelle de son socio-écosystème. Et donc, on a tenu compte des analyses risque pêche habitat, il y a la question des ARP espèces qui vont avoir lieu prochainement, et on a fait un tas d'études. Pour vous illustrer en 2 mots, on a 90 opérations dans le plan de gestion, 60 dévolues aux sciences, les sciences naturelles ou les sciences humaines et sociales. Et en l'espace d'une dizaine d'années, on a co-encadré ou encadré une vingtaine de stages Master 2. Donc vraiment, on collabore avec une trentaine de laboratoires d'universités de recherche. Donc la connaissance aux Sept-Îles, elle est pas nouvelle. Et se dire aussi qu'on est une AMP avec un observatoire et on constate l'évolution du vent, donc peu interventionniste. Alors, une zone d'inquiétude, c'est pas si évident que ça à mettre en place, vous imaginez bien. Donc, il y a eu le lot d'inquiétudes autour de cette zone de quiétude. Donc, je pense que ça a été une méconnaissance, un manque de volonté de certains, mais ce n'est pas très grave finalement, parce qu'il s'agissait d'une minorité qui s'est opposée à cette zone de quiétude. Je pense qu'il y a tout ça a été bâti sur le fond, sur un fond scientifique, et je vous invite même à lire l'enquête publique qui a été rendue avec 1300 contributions et qui dit bien que la zone de quiétude mise en place est une réalité scientifique. Et donc, cette zone de quiétude, elle est notamment, et en premier lieu pour la colonie de Foutbassan. Vous voyez en bas à gauche, voilà cette unique colonie française parmi les 54 dans le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit périmètre, mais aussi pour les macareux ou d'autres espèces comme le pingouin torda, un petit périmètre du 1er avril au 31 août de tranquillité pour les activités de toilette, lissage des plumes et des interactions sociales pour les eaux marins, où toutes les activités sont interdites. Donc là, ça a été d'aller au-delà de la RP Habitat et de se dire, voilà, on a l'île Rouzic en bas à gauche que vous voyez, où il y a les 11 espèces d'oiseaux marins et l'essentiel de la communauté d'oiseaux marins de l'archipel. Et donc, ce bijou, il faut aller au-delà, donner un peu d'air autour. Et c'est pour ça qu'a été défini ce périmètre. Et donc, paysagèrement, c'est somptueux. Vous avez des images de cartes postales avec le phare de Mineruse à Ploumanac, mais également la vue sur les triagos, donc en haut à droite, et puis les 24 heures de la voile à Trégastel, avec toujours en toile de fond cet archipel. Et finalement, ce que l'on voit, la partie visible de l'iceberg, dépend de la partie sous-marine. Et donc ça, c'est essentiel de le comprendre. Et tout l'enjeu, nous, lorsqu'on a travaillé sur le plan de gestion en 2015-2024, où il n'y avait pas de projet d'extension officiel, mais où il a fallu stratégiquement un peu poser des jalons et bâtir l'avenir, eh bien, il a fallu qu'on travaille sur le lien entre la mer, les oiseaux marins ou les phoques, et la terre, et puis la mer. Voilà.
Et donc, ça passe par quoi? Alors, vous voyez, donc, je vous illustre, il y a les dauphins communs, les fous de bassin, les macareux, les pingouins, etc. Et ça passe par la connaissance. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que, en tant que gestionnaire, si on a été reconduit, c'est aussi parce qu'on a une position tout à fait objective et neutre. C'est vraiment dans le territoire, voilà, on est évidemment euh, connu, reconnu, et c'est une ONG nationale qui fait un travail incroyable sur différents plans pour protéger la biodiversité. Et si l'État nous a reconduit gestionnaire, c'est aussi parce qu'on avait un savoir-faire et parce qu'on avait aussi le lien et la connexion d'établi avec le territoire et encore plus demain, vous verrez, avec le milieu de la pêche. Et aujourd'hui, le macareux, c'est de comprendre ce qu'il mange, le cormoran, le fou de bassin ou le phoque, et tout de suite, ça casse des idées reçues. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, je le dis parfois de manière caricaturale, le phoque gris qui, sur un plateau d'argent, va se nourrir tous les jours de homards ou de bar. C'est pas le cas. En fait, c'est-à-dire que vous avez des dizaines de proies, et on l'a vérifié avec les analyses des crottes, des fesses, et on fait également l'analyse des isotopes stables. C'est-à-dire qu'on démontre scientifiquement que ces prédateurs sont en place, et depuis longtemps, pour un certain nombre, ils reviennent, et ce ne sont pas eux qui vont vider le territoire de leur poste. Et donc, cette connaissance, elle est à coporter, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on a fait aussi des études sur le lien entre les phoques et les fileyeurs à lotte. Là, on voit des fileyeurs où on a démontré que pendant 2-3 ans, on avait 6% des lottes pêchées à 70-80 mètres de fond, impropres à la commercialisation. L'idée, c'est de comprendre tout ça, de spatialiser, de quantifier. Et évidemment, c'est de travailler en lien très étroit avec le monde de la pêche et en particulier le comité des pêches des Côtes d'Armor. Et donc, cette connaissance, elle est à co-construire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les sachants d'un côté, l'Ifremer par exemple, ou à Sonopolis avec qui on a bossé, mais du coup, il y a vraiment un jeu d'acteurs et un rassemblement d'acteurs autour de cette volonté de comprendre son écosystème et avec des finalités de gestion, conservation. Et c'est notamment pour ça qu'on a défini de nouvelles mesures. Je n'ai pas forcément tout décrit, évidemment, dans la nouvelle réserve naturelle nationale, sachant que au-delà de la ZPR qui a été définie à un petit périmètre, il y a une situation d'équilibre qu'on souhaite maintenir. Donc, il n'y a pas eu de démonstration pour dire, voilà, il faut absolument retirer toutes les activités de loisirs, de pêche, etc. Et voilà, il y a par contre, il n'y aura pas d'activité industrielle, il n'y aura pas de jet ski, etc., etc. Et je l'ai dit, et ça a été dit tout à l'heure dans la présentation, c'est que, et ça a été démontré dans la littérature scientifique, c'est qu'une AMP, elle fonctionne que si on a une gouvernance qui fait corps avec le territoire, vraiment entre l'AMP et le territoire. Et donc là, vous devez voir ma souris au milieu. Ça, c'est un étage nouveau dans la gouvernance de l'AMP. C'est un groupe d'appui à l'élaboration du plan de gestion et à son suivi. C'est-à-dire que le Code de l'environnement, au niveau de la gestion des réserves naturelles nationales, impose donc d'avoir un gestionnaire, et puis après, le comité est présidé par le préfet avec différents collèges. Et donc là, l'idée, c'était aussi de se rassembler plus souvent et d'avoir une cellule comme ça, des 44 membres. Donc il y a 7 structures, je l'appelle le mini G7. Et l'idée, avec la mairie de Perros-Guirec, l'agglo type de Natura 2000, un périmètre de 70 000 hectares, mais aussi le comité des pêches, et c'est de travailler ensemble et de se réunir régulièrement pour travailler et œuvrer et rendre des comptes au comité consultatif officiellement présidé par le préfet et en lien avec la présidence. Voilà, je vous remercie. Et donc, il y a plein d'éléments de connaissances que vous pouvez obtenir, notamment sur le site d'Armor Science, parce qu'on a fait, il n'y a pas si longtemps, une conférence débat avec les collègues de la Réserve naturelle nationale de Sierre-Varius, qui sont venus chez nous à Trévernin, et également des soirées, des conférences autour de l'extension avec les discours officiels des ministres, etc. Et je vous remercie. Maintenant, place au débat. Bon, merci Pascal. Bon, je vois que malheureusement, on a pas mal dépassé le temps qu'on avait prévu initialement. Et donc maintenant, il nous faut répondre aux questions. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont déjà donc dans la question-réponse. Et
Donc, je vous invite à les regarder, rapidement et de voir, quelles réponses chacun d'entre vous peut, éventuellement apporter. Et notamment, bon, je vois la dernière, question là qui résume finalement d'autres questions en amont, en posant la question de savoir quels sont les principaux obstacles au développement des AMP. Est-ce que c'est, bon, des conflits avec le lobby de la pêche? Est-ce que c'est des problèmes de financement? Les résistances locales, on en a parlé effectivement. Et puis, il y avait une question en amont qui, posait la question en disant: «Combien faut-il, d'emplois?» Hein, c'était des ETP par, hectare de réserve pour que ça puisse, être, efficace. Donc effectivement, la question des moyens de surveillance notamment, est une question cruciale, sur laquelle je vous laisse répondre. Alors peut-être un éclairage des 7 îles, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur, la réserve historique avec, 2 ETP, 2 ETP et demi. Et donc avec les missions, qui nous lient à l'État, par voie de convention, donc, avec l'ADREAL, donc les missions scientifiques, les missions de surveillance pour les environnements et les missions de pédagogie. Ben, sur la réserve historique, sachant qu'on traverse le chenal, donc c'est peu, c'est très peu. Maintenant, on a des collaborations depuis longtemps avec l'Office français pour la biodiversité, voilà, anciennement ONCFS, AFB, et donc là, notamment sur le volet police environnement. Avec, on a dit sur le volet connaissances avec différentes collaborations. Et demain, pour être très clair, on va avoir une deuxième embarcation. Nous, pour vraiment, c'est une AMP qui est, on va dire, à taille, un peu à taille humaine à l'échelle d'un territoire, et avec les douanes également, les affaires maritimes, gendarmerie maritime, etc., qui vont contribuer à cette veille de police environnement et la veille scientifique. Ben, en fait, on l'a construit en régie parce qu'on a embauché, je disais tout à l'heure, 6 ETP dévolus à la conservation, un ingénieur, un océanologue. Donc ça, c'est vraiment un résultat, et il n'y a pas eu de désengagement de l'État, en tout cas, sachant que tout est financé. En tout cas, la dotation de l'État nous permet de couvrir l'essentiel du fonctionnement, et donc c'est le ministère de l'écologie. Voilà pour ce qui est de notre territoire. Oui. Peut-être en complément par rapport au nombre de TP, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit aire marine protégée, zone de protection forte, zone de protection stricte. C'est vrai que, nous, on va avoir, on a eu pendant très longtemps, on a fonctionné à une, 2, 3 personnes à l'année, après avec des renforts saisonniers ou sur des missions ponctuelles comme l'animation. Hem le passage en liste verte, la reconnaissance, tout ça a permis aussi d'appuyer auprès des élus, le fait qu'il y avait besoin de plus de moyens supplémentaires sur ce volet surveillance, qui nous permet d'être encore plus présents sur le reste du territoire. Après, il faut savoir qu'on ne peut pas tout mettre en protection stricte non plus, hein, et que les actions qui sont menées dans des zones protégées, mais gérées plutôt que vraiment, dans le style de protection stricte fonctionnent aussi. C'est ce partage d'espace qui était important. J'ai vu une question sur le volet protection forte, protection stricte. Par exemple, si on prend le cœur de Porquerolles, il y a de la pêche professionnelle dedans qui est très contingentée avec un nombre de de bateaux autorisés et une longueur de filet autorisée. Ils ont des plongeurs bouteilles qui sont très présents sur la zone, et certaines zones avec de l'ancrage, mais le cœur de Porquerolles, heu, est une donc pourrait n'est pas en protection stricte, n'est pas en protection forte, mais a des résultats de conservation absolument, incomparables. Donc, voilà, c'est aussi ce degré-là qui est compliqué. Nous, on est en protection stricte parce qu'on n'a pas d'ancrage, pas de plongée, pas de pêche. La protection forte, c'est toute la définition de cette protection forte qu'on essaye de faire affiner par l'État français, justement sur quels usages et jusqu'à quel degré ils pourraient être autorisés dans un parc, et voilà, ça c'est un peu le détail du moment, et au niveau des moyens, heu, là, ça va aussi être, de l'effort et surtout de quel sujet on va prioriser parce que, voilà, il y a quels sont les 1ers sujets sur lesquels il faut s'atteler, et après petit à petit, quand on a 40 ans, ben, on est d'abord allé sur certains sujets
que les réserves. Après que les réserves, on est sorti des réserves et voilà, maintenant on est sur du Natura 2000, on est sur tout ça. Mais ça se fait aussi par étapes. Ça, je rejoins là, je suis tout à fait d'accord du calendrier, de la maturité. C'est-à-dire que nous, on a à s'inspirer hein, des expériences de la Méditerranée, sachant qu'on est tout neuf, nous sommes des juvéniles dans le réseau finalement. Et ce qu'on va décider aujourd'hui aura des impacts demain. Et ce qui est intéressant, c'est il y a le levier national, la stratégie nationale, et là, notamment, je cite le Conservatoire du Littoral parce qu'il y a qui nous a soutenus du coup et avec qui on a pu intégrer l'île Tomé, voilà, qui est affectataire propriétaire des lieux. Et du coup, il y a cette stratégie globale et puis après, en local, dans le territoire, il y a des choses à faire. Et donc, ça répond certes à des politiques publiques, mais je pense que c'est intéressant parfois de redescendre et du coup, de dire que les mesures affecter un territoire ne sont pas forcément calquées sur un autre. Même s'il faut en tenir compte, je le disais, les 40 ans, ben, ce sera pas moi, ce sera d'autres collègues et gardes techniciens, conservateurs et autres. Mais en fait, je pense et c'est là où le monde scientifique peut nous aider aussi, et puis d'une certaine façon la gouvernance, le groupe d'appui chez nous, c'est-à-dire de prendre les bons axes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Voilà, on nous demande beaucoup, c'est énorme. Hein. L'esthétique, c'est un objet voilà, de convoitise. Enfin, voilà, on nous sollicite tout le temps les médias, etc. Mais il faut être focus et il faut rester des artisans. C'est-à-dire que artisan, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, c'est être au chevet de la nature et être au chevet des gens de mer et évidemment du territoire. Enfin, en tout cas, ça, moi, j'insiste là-dessus et je pense que les autres collègues gestionnaires d'AMP, c'est le cas. C'est que demain, on ne sera pas 30 ETP, c'est clair. On reste certes une grande réserve, on n'aura pas plus de moyens que ça, mais faisons bien, mais faisons les bons choix aussi. Me permet Alors, de je crois répondre. qu'on arrive. Pardon. Pardon. Oui. Oui, non, c'était juste pour sur la question qu'est-ce qui est autorisé en zone de protection forte et est-ce qu'il est en zone de protection stricte? Bon, en fait, en zone de protection stricte, c'est assez simple puisque la Commission européenne elle a une définition qui repose sur des zones de non-prélèvement. Ce sont des zones où il n'y a pas d'activité extractive. Il peut y avoir des activités touristiques comme la plongée sous-marine, par exemple. Et la protection forte, on a une définition effectivement qui est française. C'est un espace géographique dans lequel les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, et ce de manière pérenne grâce à une réglementation des activités et à un contrôle des activités aussi. Donc en fait, on a une définition de la protection forte qui est, comme le disait Marie, très, très floue. Et on attend en fait de savoir ce qui vraiment, est-ce qu'il y a une liste d'activités qui sont communes, interdites dans les zones de protection forte ou pas. Pour l'instant, on n'a pas en fait cet éclairage de l'État. C'est vrai que je rebondis aussi sur une question que je vois là sur comment appuyer un collectif d'associations de l'île de Groix pour la mise en place d'une petite zone de protection renforcée au sein d'un site Natura 2000. C'est vrai qu'on a peu d'exemples en fait où il y a ce genre d'initiative collective pour renforcer des espaces et pour créer des protections fortes. Mais il y a des exemples quand même, je pense au site Natura 2000 du Cap d'Agde, où il y a vraiment des gens, mais des gens qui vont vraiment, par contre, excusez-moi de l'expression, mais mouiller la chemise pour aller renforcer certains espaces qui ont créé par exemple des cantonnements de pêche. Et alors c'est énormément de travail, comme le dit Pascal aussi, de gouvernance, de concertation avec les usagers locaux, les pêcheurs bien sûr, mais pas que. Il y a d'autres statuts qui sont aussi possibles à mettre en place. Il n'y a pas que les cantonnements, il y a aussi des arrêtés. Dans les sites Natura 2000, on peut mettre en place des arrêtés de protection, les arrêtés de protection des habitats naturels par exemple où il y en a pas il y en a pas en mer. C'est une possibilité, mais par contre, c'est un travail, c'est vrai, colossal. Il y avait une question plus haut, qu'est-ce qui est le plus... Je suis pas gestionnaire d'AMP, hein, mais j'adore les AMP, j'adore aller plonger dedans, j'adore... Mais qu'est-ce qui est une opposition à la création, au développement des AMP, lobby pêche, financement, réticence locale? Bah, en fait, il y a tout, quoi, parce qu'on voit qu'il y a ici en Iroise ou dans les Calanques, il y a eu des volontés de création de parcs nationaux qui ont duré pendant des dizaines d'années, 40 ans. En Iroise, ça a échoué. Dans les Calanques, ça a réussi, mais avec une réticence locale
à la fois par les pêcheurs, mais les habitants aussi, hein, qui étaient contre le parc national. Ça s'est créé au forceps. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce qu'en pensent les usagers et les habitants. Moi, j'ai habité 10 ans dans le cœur de Parc des Calanques. Les habitants et les usagers marins, hein, les pêcheurs de plaisance notamment, ils ont changé de regard. Ils ont aussi dit, bah oui, effectivement, c'est vrai, ces zones de non-prélèvement, ces no-take, bah, elles fonctionnent. Effectivement, on pêche bien. Et donc, voilà, il y a des réticences locales, mais en même temps, il faut s'appuyer sur ces exemples qui sont des réussites. Et voilà, ce qu'on voit dans les 7 îles aussi, on espère aussi que ça sera une réussite sur lesquelles se baser pour le développement de ces aires protégées en Atlantique et en Manche, parce qu'effectivement, Pascal, on en a moins en Atlantique et en Manche. Euh, En voilà. en petit complément pour, ce que tu viens de dire, cantonnement de pêche, le fait d'avoir fait, ça, donc ça permet double surveillance puisque les prud'hommes de pêche ont des gardes jurés et peuvent aussi verbaliser quand il y a tout ça. Donc les cantonnements de pêche commencent à être un petit peu plus utilisés. On en a un Bauduc, tu as parlé d'Agde, il y en a aussi, dans le Var et le 06 et l'arrêté de protection habitat naturel, on a une aire marine éducative portée par des enfants dans le parc national des Calanques, dans l'aire adjacente du parc national des Calanques, qui vient d'être reconnue, avec ce statut-là. Donc là, c'est l'initiative locale, une petite calanque, hein, d'une, zone d'aire marine éducative par des enfants. Donc ils avaient réfléchi au cantonnement de pêche et finalement ils sont passés sur, la PHN. Voilà, donc c'est tout récent et c'est pour ça que je souhaitais partager d'initiatives locales alors ça a été appuyé par la municipalité et par le parc des Calanques, mais voilà, une volonté qui se justifie et qui trouve, un chemin pour préserver. Il y a une question là qui concerne directement Humanité et Biodiversité, qui est de demander comment, faire, émerger, heu, un grand nombre de petites réserves, hein. C'est un peu le concept que j'ai évoqué tout à fait au début. Bah, Humanité Biodiversité a une action de lobbying, hein, de plaidoyer, pour essayer de promouvoir, ce genre de choses et puis c'est par, la démonstration du résultat, qu'on a dans un certain nombre, d'actions qui ont déjà été menées et ça vient d'être évoqué là, c'est grâce à ça, je pense que on arrivera à avoir une possibilité de convaincre et ce qui a été dit là par Jean-François, c'est de dire que des gens qui étaient très réticents, ont changé de posture, assez rapidement finalement. Et c'est ça qui est encourageant et qu'il faut, mettre en évidence pour que les parties prenantes acceptent effectivement les contraintes, hein, que, il y a au départ notamment par rapport aux pêcheurs, de leur démontrer que finalement ça sera leur intérêt, à relativement court terme, hein. Il y a eu des études qui ont montré que les pêcheurs qui sont, je vais dire exclus ou qui se sentent exclus de certaines, surfaces, sont perdants sur les 3 à 5 premières années et donc il faut les accompagner. Par contre, ils sont gagnants ensuite, parce qu'ils pêchent plus en périphérie. Donc la réduction de surface, évidemment, leur fait, une perte momentanée, mais si la démonstration peut être, généralisée qu'ils sont gagnants et qu'ils arrivent à en être, convaincus, ce que l'on peut espérer, c'est que ce sont les pêcheurs professionnels qui, prochainement seront, les promoteurs des aires, marines protégées parce qu'ils y verront leur intérêt, au niveau professionnel. Alors que pour l'instant, effectivement, c'est plutôt, une forme de résistance en disant: «On a des droits historiques, on pêchait là, donc on continue à pêcher là». Je vois que le temps imparti est même déjà dépassé, je vois sourire là et donc je crains que nous soyons obligés d'arrêter, ce webinaire. Mot de Oui, conclusion. merci infiniment, à toutes les questions, enfin, pour toutes les questions qui ont été posées, à la fois des participants et puis les échanges qui ont pris lieu et pris place, pendant ce webinaire et merci infiniment aux intervenants pour, vos présentations, c'était passionnant et riche. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain webinaire, le webinaire de mai, qui aura une autre thématique cette fois-ci, on parlera de la restauration de la nature. Donc voilà, j'espère que ça vous aura passionné et on se donne rendez-vous le mois prochain. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir et merci.